Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Nouveau coup de théâtre aujourd'hui à l'UMP où le camp Fillon revendique désormais la victoire avec 26 voix d'avance. 3 départements de l'outre-mer avaient été oubliés dans le décompte des suffrages. Jean-François Copé reste ferme à la barre. Les invectives repartent de plus belle. 3 sénateurs UMP sur ce plateau dans un instant. François-Noël Buffet, Philippe Bas et Joël Garriaud-Mellam. Comment sortir de ce psychodrame? François Hollande démine ses propres propos sur le mariage gay. La loi s'appliquera bien partout et elle ne parlera pas de liberté de conscience pour les élus. Le chemin ardu de la diplomatie débouche ce soir sur une trêve à Gaza. Un accord a été trouvé, mais les raids israéliens meurtriers se sont poursuivis aujourd'hui alors qu'un premier attentat a eu lieu dans un bus à Tel Aviv. Débat tout à l'heure entre Jean-Pierre Plancade et Christiane Demontes. La guerre relancée donc aujourd'hui à l'UMP et avec elle la question d'un processus autodestructeur. François Fillon conteste à nouveau les résultats alors qu'on pensait qu'il avait accepté sa défaite. L'ancien Premier ministre souhaite qu'Alain Juppé prenne la direction transitoire du mouvement pour sortir de l'impasse, dit-il, mais Alain Juppé précise ce soir avoir encore besoin de réfléchir. L'équipe Fillon dit avoir constaté l'oubli de quelques 1304 voix de militants ultramarins. Jérôme Rabier. Il est 14h45 quand le coup de théâtre intervient à l'Assemblée nationale. Les proches de François Fillon l'affirment, les bulletins de vote de Wallis et Futuna, de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie n'ont pas été pris en compte. Il s'agit d'une erreur manifeste et grave, l'oubli pur et simple de ces 3 fédérations et de 1304 militants. Elle doit évidemment être réparée. Nous demandons donc à la COCE que les résultats soient simplement rétablis. Je vous remercie. Si ces bulletins sont comptabilisés, François Fillon devancerait Jean-François Copé de 26 voix pour l'élection à la présidence du parti. La réplique n'a pas tardé. Je veux quand même rappeler une nouvelle fois qu'il y a eu des résultats d'une élection qui ont été proclamés par la commission des opérations électorales. Et voilà que tout d'un coup sort de nulle part de nouvelles allégations. Donc je pense vraiment que l'heure est plutôt être raisonnable plutôt que de recommencer à chicailler encore une nouvelle fois sans aucun élément valable. L'effervescence est immédiate dans les couloirs de l'Assemblée et certains parlementaires sont dépités par ce énième rebondissement. Aujourd'hui, la question principale qui nous est posée, c'est pas de savoir qui a gagné, c'est de savoir si l'UEP peut vivre encore ou pas. La position de Jean-François Copé ou celle de François Fillon, je vous le dis entre nous, je m'en moque aujourd'hui. Immédiatement, les parlementaires proches de François Fillon se sont rassemblés autour de leur leader dans le 7e arrondissement de Paris. Des menaces de scission ont même été évoquées, mais finalement, ils demandent la mise en place d'une présidence transitoire. Il faut une direction collégiale et je pense qu'il y a un sage qui est Alain Juppé, qui est le président fondateur de l'UMP, qui prend, à notre avis, à titre transitoire, cette présidence de l'UMP avec une collégialité et qui jugera de ce qu'il faudra faire pour sortir de cette impasse. Un proche de François Fillon affirme qu'Alain Juppé aurait accepté, mais dans le clan Copé, on refuse catégoriquement cette éventualité. À l'heure qu'il est, l'UMP est plus que jamais divisée. Recoller les morceaux ne semble pourtant pas d'actualité. Et si le président de la COCE, donc la commission électorale interne, a reconnu l'oubli de 3 départements d'outre-mer, il estime que l'affaire ne le regarde plus désormais, car les résultats ont été proclamés. La COCE n'a-t-elle plus son mot à dire? Alors vers qui se tourner? Mounir Soussi. La COCE ne peut plus revenir sur les résultats. Cette phrase du président de la commission de contrôle sonne comme une fin de non-recevoir pour le camp Fillon. Après 48 heures de décompte, Patrice Gélard se dit dessaisi du dossier. Pourtant, selon l'ancien Premier ministre, le sénateur, président de la COCE, admet l'oubli de 3 fédérations d'outre-mer dans le décompte final. Il reste maintenant 2 options fillonistes pour contester l'élection de Jean-François Copé, soit saisir la commission des recours interne à l'UMP présidée par un proche de l'actuel président du parti, ou dernier recours, faire appel à la justice. Un scénario écarté par François Fillon qui refuse que ce bras de fer s'étale dans les tribunaux. Jean-François Copé est prêt à faire face à la commission de recours, mais il avertit qu'il sera très attentif aux résultats à Nice. Fief de Christian Estrosi, soutien du candidat battu. Nice, la ville où les premiers soupçons d'irrégularité avaient été dénoncés par l'équipe de l'actuel président de l'UMP.
Et Alain Juppé se dit ce soir prêt à une médiation, mais il réclame l'accord des deux parties, des deux rivaux, donc Copé-Fillon. Avec nous ce soir, Michael Zamès, bonsoir. Bonsoir Michel. Vous avez suivi tout au long de la journée l'acte 2 de ce psychodrame. L'UMP semblait avoir touché le fond dimanche, mais on n'avait encore rien vu. Oui, alors que l'heure était à l'apaisement ce matin, à l'appel à la raison, à l'appel au calme, eh bien, cet après-midi, on a touché le fond. C'est le pire des scénarios pour l'UMP, celui de la rancune, des attaques, des coups bas, de la violence des mots. Deux camps s'opposent. Alors en soi, ce n'est pas ça forcément le plus grave, Michel. Non, le plus grave, c'est qu'ils se disent prêts à aller jusqu'au bout. Et le bout, on ne sait pas jusqu'où il peut aller. Une nouvelle étape a été franchie aujourd'hui. On s'accuse de triche, on le concède dans les deux camps. Chez Copé comme chez Fillon, on se dit même prêt à sortir les preuves. Et preuve que rien ne va plus et que l'escalade aujourd'hui ne s'arrête pas. Les élus proches de François Fillon se disent désormais prêts à créer un groupe parlementaire à part, et cette fois, ce serait la scission, un acte qui signerait la mort du parti créé par Alain Juppé il y a tout juste 10 ans. Il y a même eu aujourd'hui des manifestations de militants devant une permanence de l'UMP en Charente, preuve aussi que les militants se font entendre, et c'est peut-être pas le dernier événement qu'on va voir aujourd'hui. En tous les cas, effectivement, ça c'est un point d'accord entre les deux camps. Effectivement, les militants de l'UMP, disent-ils, sont totalement désemparés. Pour Marine Le Pen, l'UMP n'est plus une opposition crédible. La présidente du Front National juge que la relance des hostilités Copé et Fillon a beaucoup trop fragilisé ce parti. On reprend donc ce dossier dans un instant avec nos invités, les sénateurs UMP François-Noël Buffet, Philippe Bas et Joël Gariot-Mellam. Comment sortir de ce psychodrame, de cette guerre des chefs à l'UMP. Dans l'actualité également aujourd'hui, la mise au point de François Hollande sur ses propres propos, après avoir reconnu hier la liberté de conscience des maires hostiles au mariage gay. Il a précisé aujourd'hui que la loi ne connaîtrait pas d'exception. Et les associations qui militent pour le mariage gay se disent rassurées ce soir. Julie Hulin. Des possibilités de délégation existent. Elles peuvent être élargies. Et il y a toujours la liberté de conscience. Liberté de conscience, ces quelques mots prononcés hier soir par François Hollande devant le Congrès des maires de France ont provoqué un véritable tollé. Socialistes, partis de gauche, écologistes, associations, les partisans du mariage pour tous sont montés au créneau. C'est humiliant, c'est dire, voilà, il y a des citoyens de seconde zone, ceux-là, vous les mariez à la carte. Sortir ça, c'est décourager tous ces gens qui se battent depuis des années pour qu'il y ait l'égalité en France. Si le gouvernement avait jusqu'ici mis en garde les élus qui se refuseraient à appliquer la loi, en invoquant la liberté de conscience, François Hollande ouvre la porte à la controverse. Une simple erreur de langage pour certains. Je pense que le président de la République a employé des propos qui ne sont pas appropriés à la question. Aujourd'hui, les maires peuvent ne pas célébrer de mariage pour des raisons X, mais on ne demande pas au maire de justifier la raison pour laquelle il ne va pas faire ce mariage. Donc dire que c'est en fonction de sa liberté de conscience, à mon avis, c'est trop. Car dans cette opération-là, dans cette affaire-là, le maire est officier d'état civil. Il représente l'État. Il doit donc appliquer la loi. La loi va s'appliquer partout, dans toutes les communes. C'est ce qu'a promis cet après-midi François Hollande en déplacement en Italie. L'inter-LGBT, principale association de défense du mariage pour tous, avait-elle décidé ce midi de suspendre ses relations avec le gouvernement. Reçue à l'Élysée en fin d'après-midi, elle se dit maintenant rassurée. Le projet de loi, lui, sera examiné à l'Assemblée en janvier 2013. Et la question du nouvelobs.com à propos de cette loi sur le mariage pour tous. Faut-il accorder une liberté de conscience aux maires? Vous avez répondu oui, majoritairement, donc à 56%, non 41%. Les maires de France qui s'inquiètent par ailleurs pour leurs finances, la volonté du chef de l'État de s'attaquer au maquis des normes, il y en a quelques 400 000 qui alourdissent la facture, ne lèvent pas toutes les craintes des élus. À l'heure du serrage de vis budgétaire, beaucoup en effet n'arrivent plus à faire face. Mathilde Bélanger. C'était il y a quelques semaines. Le maire de Sevran plantait sa tente devant l'Assemblée nationale et cessait de s'alimenter afin d'obtenir de meilleurs moyens financiers pour sa commune. Une action extrême qui a mis en lumière les inégalités entre les collectivités et les difficultés auxquelles font face certains maires. Réunis à Paris cette semaine, ils sont nombreux à se dire au bout de leur capacité. Nous avons d'énormes difficultés financières, si bien que les investissements, on ne peut pas les faire parce que l'endettement va peser sur un nombre de foyers relativement réduit et ce serait énorme, quoi. Donc on ne peut pas faire grand-chose dans les petites communes.
Dans ces communes, on s'inquiète donc de l'effort de rigueur demandé par le gouvernement aux collectivités territoriales. Les dotations de l'État diminueront d'1,8 milliard d'euros l'an prochain pour participer au redressement des comptes publics. Les maires savent qu'ils sont aussi condamnés comme l'État à maîtriser la dépense publique. Par contre, ce que nous disons à l'État, c'est qu'on ne peut pas continuer à avoir une baisse de nos dotations et puis une augmentation de nos charges. Il y a un effet ciseau qui va être infernal. Il y a des communes pour qui l'effort qu'on demandera sera totalement anodin, on s'en apercevra même pas à la limite, et des communes qui sont les communes dites pauvres, qui ont déjà sollicité beaucoup les emprunts, les choses comme ça, se disent on a atteint l'os, si vous me permettez cette expression. François Hollande a confirmé hier cet effort demandé aux collectivités, mais il lâche du lest sur certains points de friction, comme la réforme des rythmes scolaires. Les communes qui n'auront pas les moyens de l'appliquer cette année pourront attendre la rentrée suivante, et un fonds spécifique de 250 millions d'euros sera mis en place pour accompagner les communes les plus en difficulté. Voilà, et nous retrouvons Pierre-Henri Gergonne qui a suivi les travaux du Congrès des maires de France et il est en ligne avec nous. Les maires s'inquiètent, eh bien, vous nous dites qu'ils ne sont pas au bout de leur peine. Hein. Non, on ne peut pas dire ça, Michel, effectivement. Sans forcir le trait, on peut dire que le pire est à craindre pour les collectivités locales. D'abord, l'argent. On en a parlé, il y en a peu, il y en a si peu. Les dotations sont en berne et ne sont pas compensées par les augmentations des impôts locaux. Ensuite, les besoins des populations, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, des besoins qui ne cessent d'augmenter. C'est vrai pour la santé, c'est vrai pour les transports, c'est vrai pour l'école. Alors, dans ces conditions, les maires se sentent étranglés et le garrot, me disait l'un d'entre eux, risque fort de se resserrer davantage. Et ce n'est certainement pas le fléchissement des investissements que l'on commence à constater dans les communes et les collectivités qui risque d'inverser cette tendance. Moins d'investissements, c'est moins d'activités, c'est donc moins de ressources et de recettes. Il y aura donc des choix drastiques à faire et ils seront douloureux, me disait un élu, dès lors que ces choix seront aussi impopulaires. Dans ces conditions, on comprend bien que dans cette affaire, il n'y aura pas de gagnant. Si, Pierre-Henri Gergonne. Nos invités donc maintenant pour parler de la guerre relancée à l'UMP. Nos invités, François-Noël Buffet, bonsoir, sénateur UMP du Rhône. Vous êtes un soutien de François Fillon. Je confirme. Vous confirmez. Avec nous également Joël Garriaud-Mellam. Vous êtes un soutien de Jean-François Copé. Au passage, je rappelle que vous êtes sénatrice représentant les Français établis hors de France. C'est quand même étonnant de voir que l'UMP oublie comme ça des voix de l'outre-mer, hein. Elle n'a pas oublié les Français de l'étranger. Elle a oublié une partie des Français d'outre-mer, mais bon, nous pourrons y revenir. Avec nous également Philippe Bas, sénateur UMP de la Manche, qui vient d'ailleurs de sortir le livre Avec Chirac aux éditions de l'Archipel. Vous êtes derrière François Fillon? Oui, et j'avais fait appel en juin dernier à Alain Juppé, parce que j'estimais dès cette période que le combat que nous aurions risquait de mal tourner et de créer à l'intérieur de notre famille politique des clivages. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, devant la confusion qui règne, je crois que nous avons besoin, en la personne de Juppé, d'un médiateur. Oui. Mais il pose ses conditions. Il veut que les deux camps soient d'accord. Alors là, je ne sais pas si on va y arriver. Hein. Ça ne peut marcher que dans ces conditions-là. Mais je crois que chacun des grands leaders serait bien inspiré, dans l'intérêt supérieur de notre famille politique, d'accepter cette solution qui est la solution de sagesse. C'est incroyable, c'est un paradoxe de l'histoire, parce que 10 ans jour pour jour, Alain Juppé se retrouverait à la tête de l'UMP. M. Bas, hein? Il le ferait parce que c'est un service dont nous avons besoin, et pas dans son intérêt personnel. Alors, Dambra, j'aimerais vous demander si ce rebondissement aujourd'hui, donc dans la guerre des chefs, dans la guerre Copé-Fillon, vous surprend, vous satisfait, selon votre camp, ou vous afflige? Monsieur Buffet. D'abord, il nous surprend, puisqu'en réalité, nous avons su qu'hier soir, en fin d'après-midi, qu'effectivement, 3 fédérations de nos départements et territoires d'outre-mer, représentant 1304 voix exactement, n'avaient pas été comptabilisées par la commission connue sous le nom de l'acronyme de COCOE. Et qu'effectivement, il n'est pas possible, alors ce n'est pas une manœuvre, ce n'est pas quelque chose d'irrégulier, c'est une erreur et un oubli. C'est la raison pour laquelle François Fillon, informé de cela, a souhaité vérifier, que le président de cette commission a confirmé très officiellement cet oubli et qu'il convient désormais que ce calcul, enfin ces votes soient réintégrés. Que la vérité sorte des urnes, en fait, c'est ce que vous nous dites. Ce qui paraît parfaitement normal, sachant quand même, et je précise,
que François Fillon ne réclame pas la présidence de l'UMP dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, et a demandé, vainqueurs sans réclamer le titre derrière. Et a demandé, dans l'intérêt de l'unité du mouvement, que Alain Juppé, effectivement, préside collégialement le mouvement pour apaiser les tensions et faire que les choses, l'unité soit maintenue. Joël Garriaud-Maylam, comment est-ce que vous réagissez à ce discours qui semble d'évidence? Si on s'est trompé dans la totalité des voix allant sur François Fillon, il faut lui porter à son crédit l'ensemble des suffrages des militants. Je n'en suis pas si sûre. Ah, tout d'abord, je pourquoi voudrais dire qu'effectivement, la situation que nous vivons aujourd'hui est absolument détestable, catastrophique. Je ne cesse de recevoir des messages de militants UMP qui me disent « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes devenus fous. » Absolument. Vous recevez tous les mêmes messages dans les deux camps. J'imagine. Mais alors sur les voix. Comme je n'ai pas encore répondu face à mes deux amis fillonistes, je trouve qu'il y a quand même certaines règles en démocratie. Effectivement, une erreur a été faite. Je ne comprends pas comment ces votes de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-Futuna ne sont pas arrivés à la commission chargée de ces opérations de vote. Ça, c'est un grand mystère. Et je trouve qu'il faudra faire une enquête pour savoir pourquoi ces résultats n'ont pas été présentés. Mais est-ce que François Fillon est fondé à relancer la contestation à partir de ces éléments que vous rappelez à votre tour? Est-ce qu'il est fondé à relancer la contestation du résultat proclamé? Il peut la fonder, bien évidemment, mais il y a des voies de recours. Nous sommes en démocratie. Lorsqu'une élection ne convient pas, les processus en démocratie sont très clairs. Il y a effectivement des recours. Alors et nous avons les pourquoi, outils. Pour l'instant, les fillonistes ne veulent pas de ce recours, monsieur Buffet? C'est ce que j'aimerais bien comprendre. Alors on va poser la question à nos deux fillonistes. Parce que François Fillon n'est pas dans une logique de contentieux. Et qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas de constater une irrégularité en tant que telle ou une manœuvre. Il s'agit simplement de constater un oubli qui est accepté par tout le monde. Après, on en tirera la logique, la conséquence. Toutes les parties, je me permets simplement de rappeler que toutes les parties sont d'accord avec cela, et une partie importante, puisque le président de la COCOE confirme cela. C'est simplement la réalité et la vérité des chiffres. Il n'est pas nécessaire de la sorte d'aller à ce moment-là à une situation de contentieux. Alors, je vous propose tout de suite d'écouter Jean-François Copé. Oui, un mot, madame, et puis ensuite on écoute. Très bien. Oui, parce que je ne comprends pas pourquoi on pourrait effectivement interrompre ce processus. Il y a des voix, il y a un recours. C'est ce qui se passe en démocratie pour toute élection. Mais nous y reviendrons. Monsieur Copé, qui a pris la parole il y a quelques instants. Voilà son point de vue ce soir, au stade où nous nous parlons. Les résultats ont été proclamés. Ils l'ont été lundi soir et personne n'a émis la moindre réclamation ou observation. Hier, mardi, François Fillon a lui-même pris acte de ces résultats, indiqué qu'il ne ferait pas de recours et je l'ai pour ma part immédiatement appelé afin que l'on évoque ensemble les conditions d'un travail en équipe. J'appelle François Fillon et ceux qui le conseillent, surtout ceux qui le conseillent, à retrouver le sens des responsabilités et de l'intérêt général. La France a besoin d'une UMP solide et rassemblée. C'est ce projet-là que je propose aux uns et aux autres, avec la hauteur de vue qui s'impose et dont vous n'avez compris que cela n'a plus rien à voir avec ce à quoi nous assistons depuis le début de cet après-midi. Il est temps maintenant de retrouver les voies de l'apaisement, je le dis aux uns comme aux autres. Je vous remercie. Voilà, Philippe Bas, qu'est-ce que vous répondez à cet appel de Jean-François Copé? Il appelle à l'apaisement. C'est exactement l'appel que nous faisons. Le problème, c'est que nous ne sommes pas la même interprétation. Nous n'avons pas la même interprétation de ce que sera l'apaisement. Je vais vous dire juste deux choses. Oui. Premièrement, j'ai ici les statuts de l'UMP et le règlement intérieur. Ça n'est pas la commission d'organisation et de contrôle des opérations électorales qui proclame les résultats. Elle doit se borner à les additionner pour faire le total national. Il se trouve qu'elle a oublié, et elle le reconnaît, et notre collègue l'a reconnu aussi, les votes de 1300 militants. Quel que soit le résultat de ces votes, il faut les reprendre. Et la commission, les statuts ne lui interdisent nullement de compléter son travail puisqu'il est incomplet. Et la deuxième chose que je veux vous dire, c'est qu'il y a eu un formidable débat à l'UMP, à savoir, est-ce qu'on est pour décomplexer la droite ou est-ce qu'on est pour rassembler la droite et le centre? Ce débat a eu lieu, ce débat sur la ligne politique, mais
Il n'a pas été tranché par les militants. Il a été tranché à 50-50, on va dire. Hein. On arrive à 50-50. Et donc, la question qui nous est posée maintenant, c'est de faire en sorte que nous ayons un temps de recul sous la présidence d'Alain Juppé pour définir les méthodes qui nous permettront de trancher enfin ce débat avec un scrutin bien organisé au lieu que ce soit un scrutin désordonné. La question que cela m'inspire, ce 50-50, est celle-ci. Est-ce que la scission de l'UMP est devenue aujourd'hui inévitable? Madame? Certainement pas. Je voudrais d'abord dire qu'il n'y a pas un candidat rassembleur et un qui va vers la droite. Je soutiens Jean-François Copé, je suis une centriste d'origine. Je crois que nous avons besoin d'avoir un rempart contre l'extrême droite. Je pense qu'il est important de rassembler. Ce soir en disant la vraie opposition, c'est nous, le Front National. Voilà c'est bien pour cela que nous avons besoin de nous rassembler, de ne pas nous disputer. J'étais au bureau politique ce matin. Jean-François Copé a eu un message rassembleur qui a été approuvé par tout le monde, qui a été approuvé par Alain Juppé, qui a été approuvé par Xavier Bertrand. Tout son message a été de dire nous tendons la main, nous allons travailler ensemble, les enjeux sont trop importants. Voilà ce que je vous propose comme programme de travail. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons il est en face de vous. À ce problème. Bien sûr, il parlera évidemment et il dira ce qu'il a entendu au bureau politique. Mais simplement une chose, je ne connais pas d'élections pour lesquelles, une fois que le résultat a été programmé, on ne fasse pas un recours si l'on n'a pas si on n'est pas d'accord avec le résultat de l'élection. Il y a des processus, il y a une commission de recours. Mais attendez, vous jouez avec les jeux. De vote qui n'ont pas été pris en compte. Ce n'est pas une contestation de la régularité des opérations. Ce sont des bureaux de vote qui n'ont pas été pris en compte. Le bureau politique ce matin a effectivement tenu les propos que vient de rappeler ma collègue, mais au moment où il se prononçait, personne dans les salles présentes savait ou connaissait cet élément nouveau qui a été, si vous l'avez été, découvert ou rendu public en début d'après-midi après avoir été vérifié. Il est clair que si tel avait été le cas plus tôt, les choses n'auraient peut-être pas été comme elles l'ont été. Donc, dernière question. Ayons raison gardée. L'enjeu, c'est l'unité de la maison. L'enjeu, c'est de ne pas donner une image déplorable de la situation, c'est d'en sortir rapidement et que c'est la raison pour laquelle, comme tout le monde est d'accord, la personnalité d'Alain Juppé est incontestable comme président fondateur de l'UMP et qu'il mette de l'apaisement très vite de façon à repartir sur un Merci voilà la réalité. À tous les trois. En tous les cas, vous revendiquez tous ce soir appartenir toujours à la même famille. Merci, merci. Dernière page du 19h maintenant. Les hostilités entre Israël et Gaza. Et bien pour la première fois, je vous le disais tout à l'heure, un attentat a visé un bus aujourd'hui à Tel Aviv, alors que de nouvelles victimes palestiniennes sont à dénombrer dans les raids. Mais la diplomatie parvient ce soir à un cessez-le-feu qui devrait être effectif. Cécile Sixou. Tel Aviv touché en plein cœur. Ce matin, une bombe placée dans ce bus a explosé. Bilan 17 blessés. Une attaque terroriste dénoncée par les Israéliens, saluée par le Hamas qui ne revendique pas pour le moment l'attentat. Au même moment, à Gaza, les violences ne connaissent pas de répit. L'aviation israélienne continue ses raids aériens, provoquant des scènes de chaos comme dans ce bâtiment de l'AFP touché pour la deuxième fois en 2 jours et où un enfant a été tué aujourd'hui. Avec mon collègue fixeur Bachar, on a couru pour sortir du bâtiment parce qu'on avait peur qu'un avion de chasse israélien F-16 ne vienne détruire tout l'immeuble. Au total, depuis le lancement de l'opération israélienne contre les groupes armés du Hamas, plus de 150 Palestiniens sont morts. Côté israélien, 5 personnes ont péri après des tirs de roquettes. Ce soir, le ministre égyptien des Affaires étrangères a annoncé qu'Israël et le Hamas avaient conclu une trêve. Le cessez-le-feu doit entrer en vigueur à 20h. Nous donc ce soir, Jean-Pierre Plancade, sénateur radical de gauche, bonsoir, de la Haute-Garonne, et puis président du groupe de travail France-Israël. Du groupe d'amitié. Du groupe d'amitié, oui. Et puis face à vous, Christiane de Montes, qui est sénatrice PS du Rhône et qui appartient, elle, au groupe d'amitié également France Territoire palestinien. France Territoire palestinien. Alors donc le Premier ministre israélien accepte ce soir de donner une chance à la proposition égyptienne de trêve. Il était temps, Monsieur Plancade? Il est surtout temps que la paix revienne dans cette région du Proche-Orient. C'est surtout ça qui est le plus important. Alors on se réjouit évidemment de cette annonce qui était quand même très très incertaine. Voilà.
Madame, pareil? Bien sûr, on ne peut que se réjouir effectivement de cette initiative égyptienne et de ce cessez-le-feu, en espérant qu'il va réellement se dérouler, sachant que ça ne règle pas le problème de fond, et on le sait bien. Bon, on déplore les victimes, les souffrances, les peurs de chaque côté, évidemment. Est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures dans ce conflit, selon vous, madame? Vous savez, on est dans une situation qui est très très compliquée. Hein. Moi, je suis membre du groupe de relations avec les territoires palestiniens. Je suis allé dans les territoires palestiniens. Vous connaissez la vie dans cette enclave de Gaza? Je connais le processus de colonisation, ce qui se passe et l'éviction des Palestiniens. C'est quelque chose qui est très profond, qui est lié bien évidemment à l'histoire. Il faut que la communauté internationale permette à ces deux peuples de vivre. Et je crois effectivement... Et là, l'échéance est encore reculée après ce qui s'est passé. L'échéance est reculée. Il va y avoir des élections israéliennes. Je constate d'ailleurs que systématiquement, avant les élections, il y a des recrudescences de violence de part et d'autre. On a des Palestiniens qui sont dans le désespoir. On a des Israéliens qui ont peur. Comment la communauté internationale, et c'est ça l'enjeu, comment la communauté internationale se donne les moyens... Vous n'incriminez pas Israël pour son attitude depuis une semaine? Vous savez, je connais à la fois des Israéliens, je connais des Palestiniens. Les choses ne sont pas aussi caricaturales que ça. Monsieur Plancade, vous êtes d'accord? Moi, ce que je constate simplement, c'est que la paix est très difficile à réaliser, que Israël est un pays démocratique, qui vit en paix, mais qui depuis 3-4 ans reçoit 800 à 1000 roquettes tous les ans sur le sud israélien. Voilà. Et ces gens-là, ces Israéliens, c'est un pays reconnu, ils ont le droit de vivre en paix et dans la tranquillité. Vous imaginez, il y a à peu près 3-4 roquettes tous les jours qui tombent sur Ashkelon, sur Sderot. Ils ont le droit de se défendre. Je termine. Et jusqu'alors, tous, bon, les sirènes, les enfants, les traumatismes pour les enfants partout. Mais jusqu'alors, Israël ne réagissait pas. Aux alentours du première semaine de novembre, ce sont plus 3-4 roquettes par jour qui tombent sur Ashkelon et Sderot, c'est 50-80 roquettes. Ce qui fait que le 15 novembre, ils éliminent Ahmed Al-Jamani, ce qui a encore plus provoqué, mais qui est l'organisateur, qui est un des organisateurs le chef militaire du Hamas, et qui est un des organisateurs. Donc ça a encore plus amplifié le système. Ce qu'il faut dire dans cette affaire, ce qu'il faut aujourd'hui dire, c'est que le Hamas, qui est une organisation terroriste reconnue sur la liste des organisations terroristes, ne sert pas son peuple. Parce que s'ils arrêtaient de tirer des roquettes, il n'y aurait pas la guerre. Madame, oui, mais, avec les armes de l'Iran. Mais, comme le dénonce mais bien Laurent sûr, Fabius. mais moi je veux réagir par rapport à ce que dit Jean-Pierre Plancade, parce qu'on peut dire effectivement la même chose des enfants palestiniens. Hein, je veux dire, on est effectivement dans une escalade qui est complètement dommageable pour la vie des gens. Bien sûr que le Hamas est ce qu'il est, un mouvement proche du terrorisme ou terroriste. Il a été désigné démocratiquement. Donc il y a en plus une scission dans la Palestine avec la Cisjordanie et avec la bande de Gaza, dont je précise d'ailleurs qu'il n'y a aucun lien, hein, il n'y a pas de continuité du territoire. Donc moi je crois effectivement qu'il faut à la fois reconnaître les Palestiniens et il faut reconnaître les Israéliens et avancer vers la paix. Et je pense que l'initiative du Premier ministre égyptien pour la trêve et la venue d'Hillary Clinton à Jérusalem est peut-être un signe positif. En attendant, un accord durable, évidemment. En attendant un accord durable. Nous sommes d'accord sur un accord durable, mais je suis quand même obligé, un mot, on ne peut pas renvoyer dans cette affaire-là Israéliens et Palestiniens dos à dos, parce que dans cette affaire-là, il y a des gens qui sont attaqués tous les jours. Merci à tous les deux, c'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk, à suivre sur LCP, Assemblée nationale, question d'info. Merci, à très vite. Rendez-vous porte de Versailles pour suivre sur Public Sénat le 95e congrès des maires de France.
Un événement très attendu, 6 mois après l'élection de François Hollande, où se tiendront plusieurs tables rondes autour des collectivités territoriales. Le 95e congrès des maires de France, c'est cette semaine sur Public Sénat. Un enfant sur 10 serait victime d'abus sexuels. Faut-il le croire? Combien d'entre eux connaissent la souffrance supplémentaire de ne pas savoir à qui le dire? Et surtout, lorsqu'ils l'expriment, de ne pas être cru. Les procès de pédophilie font souvent la une. Qui se soucie vraiment des victimes? Surtout est-on si certain que la loi du silence ne s'applique pas encore beaucoup. Public Sénat va ouvrir le débat. Le débat, présenté par Dominique Souchier, dimanche à 10h sur Public Sénat.